Bonjour. Alors ce cours il s'adresse aux élèves de première enseignement scientifique que j'aurais dû avoir en cette semaine du 29 février, mais ça fera office de bonne révision pour ceux que je viens d'avoir en cette semaine. Sachant que dans tous les cas, la prochaine fois que je vous revois, il y aura un devoir qui durera au moins 1 heure. Donc je suis actuellement en confinement, donc je ne peux pas me rendre au lycée. Donc l'objectif pour ceux qui suivent ce cours et pour ceux qui le révisent, c'est de créer vous-même le cours en prenant en note les informations que je vous transmets. Voilà, donc l'enseignement scientifique, il a comme fil directeur l'énergie dans la nature. Et donc là, cette semaine, on va parler de l'énergie dans les écosystèmes. Alors évidemment, vous avez ici le plan qui s'affiche, la première partie, donc si vous avez à prendre des notes, c'est l'occasion de faire des paragraphes. Donc la première partie s'appelle découverte de l'écosystème. Alors on va prendre un cas particulier, la forêt, et puis on va voir comment se transmet l'énergie. L'énergie chez les producteurs primaires, les autotrophes, l'énergie chez les producteurs secondaires, hétérotrophes. Ce sont des termes que vous devez déjà connaître normalement, mais on va justement les revoir. Alors je vous ai pris à gauche un document qu'on trouve dans les manuels de 6e sur l'écosystème de la forêt. Et puis à droite, un document qu'on trouve dans les manuels de première terminale sur l'écosystème forêt. Alors on voit qu'il y a une approche un petit peu différente. Sur le schéma de gauche qui est très joli, on a des flèches dans tous les sens qui montrent que tout le monde mange tout le monde. Ça s'appelle un réseau trophique et non pas une chaîne alimentaire, un réseau parce que ça se croise, justement les flèches se croisent. Alors c'est joli, mais c'est un petit peu difficile à comprendre. Donc on préfère, du moins en première en terminale, on va préférer le schéma de droite qui organise les choses, pas tant selon l'animal, ou le végétal d'ailleurs, mais selon le niveau d'énergie qu'il représente. Alors c'est peut-être un peu plus abstrait, mais ça a le mérite d'être mieux organisé. Du coup, on met en évidence ce qu'on appelle les producteurs. Alors, c'est le petit cercle vert que je vous ai mis ici. Les producteurs ou végétaux chlorophylliens. Alors, qu'est-ce que c'est que des producteurs? Ça, on l'a déjà vu. Peut-être pas sous ce terme-là, mais c'est des producteurs de matière organique. À partir de là, vous devez pouvoir me dire que les végétaux verts produisent leur matière organique de façon autonome. Ils ont besoin d'eau, de sels minéraux, d'énergie lumineuse, mais ils n'ont pas besoin d'une autre matière organique pour produire leur propre matière organique. C'est pour ça qu'on parle d'autotrophes. Donc là, on est encore en phase de révision. Donc sur cet écosystème, je dirais que les principaux producteurs primaires, ça va être l'arbre, le chêne qui est représenté, puis toute la prairie qui est au pied. La deuxième diapositive, qui ressemble beaucoup à la première, sauf que là, maintenant, on s'intéresse à ceux qui consomment les producteurs primaires. Donc les producteurs, c'est également des producteurs de matière. Ces consommateurs, on les appelle des producteurs secondaires, producteurs de matière organique, sauf que eux, justement, ils produisent leur matière organique à partir de matière organique qui est déjà disponible. Donc évidemment, l'être humain fait partie des producteurs secondaires. Alors, on a eu l'habitude, nous, de parler d'hétérotrophes. On a besoin d'un autre être vivant pour se nourrir, hétérotrophe. Encore une fois, on est toujours en phase de révision. Alors l'idée, c'est que si on représente la biomasse, la masse d'êtres vivants, en fonction du niveau dans la chaîne alimentaire, on s'aperçoit que dans tous les cas, il y a toujours beaucoup plus de producteurs primaires, beaucoup plus de végétaux verts, que d'herbivores, que de consommateurs primaires, que de carnivores, consommateurs secondaires, ou que de superprédateurs, comme les consommateurs tertiaires. Et donc c'est une question qu'on doit se poser en première, justement. On va essayer de répondre à cette question, c'est pourquoi. Pourquoi on a une pyramide des biomasses qui est toujours orientée dans ce sens-là. Donc c'est ça que vous devez être capable d'expliquer à l'issue du cours. Donc on arrive justement à la partie 2. En fait, on va pouvoir répondre à cette question quand on s'intéresse à l'énergie. Je vous ai dit que l'énergie c'était le fil directeur du cours. Effectivement, on va regarder comment se transmet l'énergie d'un niveau trophique, d'un niveau dans le réseau alimentaire à un autre niveau. Alors qu'est-ce que vous devez retenir de la partie 2? Vous devrez savoir calculer un rendement, on va le faire ensemble évidemment. On va essayer de comprendre qu'il y a des pertes au niveau de l'énergie chaque fois qu'on change de niveau dans le réseau alimentaire. Et puis du coup on pourra expliquer la pyramide des biomasses. Alors là du coup on a un graphique
un schéma graphique qui paraît un petit peu compliqué quand on le regarde rapidement. En fait, on va d'abord apprendre à le comprendre. Donc je vous ai mis différentes lettres, A, B, C, D, E, qui correspondent donc à des flux d'énergie dans l'écosystème. Là aussi, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais nous, on avait vu ça à l'échelle d'un végétal, à l'échelle d'une feuille. Alors, je commence par le côté gauche du schéma. Vous voyez que les végétaux verts reçoivent de l'énergie lumineuse, et vous savez que l'énergie s'exprime, dans l'unité internationale, s'exprime en joules. Donc là, vous avez 5 millions, etc., de joules qui sont reçus par les végétaux. Et tout de suite, on voit, c'est la lettre A, c'est ça qu'il faut que vous notiez, vous, la lettre A que j'ai symbolisée ici, donc elle montre qu'il y a une grande partie, 5 millions 200, etc., c'est presque la totalité qui n'est pas captée par les végétaux. Finalement, il n'y a que la lettre B, il n'y a que 43 529 joules, évidemment le chiffre n'est pas à retenir, il n'y a qu'une minorité d'énergie qui est retenue par la plante et transformée en énergie chimique, c'est la lettre B. Et ça, c'était le cœur du cours de la dernière fois. En fait, on parle de photosynthèse. Les végétaux transforment l'énergie lumineuse en énergie chimique. Ça ne doit pas vous étonner. Par contre, ce qu'on voit, c'est que le rendement, il n'est pas génial. On vous demandera d'ailleurs de le calculer dans quelques minutes. Donc sur 5 millions de joules, il n'y en a que 43 000 qui sont retenus sous forme de matière organique. Alors qu'est-ce qu'elle fait de cette matière organique, la plante? Déjà, elle va l'utiliser pour produire de l'énergie pour fonctionner. C'est la flèche qui est ici, la lettre C, donc, qui vous montre qu'une plante va respirer, une plante comme d'ailleurs un animal, on pourrait faire l'équivalent pour un animal, une plante va respirer, elle va, entre guillemets, perdre de l'énergie, ou du moins en produire, donc elle va dégrader sa matière organique pour produire de l'énergie par respiration. Il y a également une partie de la matière qui va tomber au sol, qui ne va pas être utilisée par la plante, c'est la lettre D. Et puis vous avez finalement la lettre E, c'est ce qui reste pour les éventuels herbivores. Les herbivores ne vont pas manger la matière qui n'est pas comestible, donc la lettre D, ne vont pas manger la matière qui est partie sous forme d'énergie, la lettre C. Il ne reste à disposition que la lettre E. Alors du coup, vous avez le chiffre, peu importe le chiffre. Ce qui m'intéresse, c'est le rendement qu'on va également calculer. Donc vous devez, sur un schéma comme ça, être capable de commenter, donc de remettre les mêmes commentaires que j'ai mis sur la droite. Je pense que vous avez le temps de les reprendre. De toute façon, vous pouvez bloquer la vidéo. Alors, parlons des rendements. On a vu dans le cours, il y a deux séances précédentes, que le rendement théorique de la photosynthèse, c'était 1%. C'est-à-dire que pour 100 unités énergétiques solaires, la plante ne retenait pour elle que une unité. Alors donc je me suis dit que c'était intéressant de le recalculer à partir des vrais chiffres que vous avez sous les yeux. Et donc, encore une fois, là je vous donne directement la réponse. Et puis, je ne vais pas vous laisser chercher puisque j'ai aucun moyen de vous contrôler, c'est une vidéo. Par contre, il faut que vous soyez capable de le refaire, le calcul. Donc qu'est-ce que je prends? Je prends mon tableau, je fais 2 colonnes, je mets énergie reçue par la plante, énergie stockée par la plante, je note les vraies valeurs, et sachant qu'un pourcentage c'est une énergie reçue équivalente à 100, et je dois chercher l'inconnu, donc là après c'est un tableau de proportionnalité, c'est le programme CM2, et on obtient la valeur de 0,8%, sachant qu'en cours, je vous avais dit 1%, donc vous voyez qu'on n'était pas si mauvais que ça. On retient le chiffre de 1%, sachant que cette valeur, elle est approximative. Donc entre l'énergie solaire reçue par la plante et l'énergie qu'elle va réellement garder pour elle, on est à un rapport de 1%. Maintenant, autre petit calcul, c'est qu'on pourrait s'amuser à calculer qu'est-ce qui reste pour les animaux qui vont manger les plantes, c'est-à-dire travailler sur l'énergie lumineuse reçue, 5 millions, etc., que vous avez ici, et regarder ce qu'il leur reste. Donc c'est le même genre de calcul que je vous propose ici, donc on refait le même genre de tableau, sauf que là, la colonne de droite, maintenant on parle d'énergie disponible pour les herbivores. Et donc là, le rendement, il était plus de 1%, il est de 0,1%. Alors, peu importe le chiffre, encore une fois, vous devez être capable de le calculer, mais pas de le retenir. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est la logique. La logique, c'est que finalement, entre l'énergie lumineuse reçue, l'énergie qui est stockée chez les végétaux et l'énergie qui est disponible pour le niveau alimentaire supérieur, on voit qu'il y a énormément de pertes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir les implications que ça a. Pour l'instant, on retient cette idée de perte en ligne, si vous voulez. Perte d'énergie.
Alors cette diapositive, elle vous montre la même logique, sauf qu'on va raisonner à l'échelle de la matière. La matière organique, elle contient de l'énergie, mais c'est peut-être plus concret en parlant de matière. La question toute bête, hein, vous avez ici un champ avec de l'herbe, vous avez une vache qui mange de l'herbe, et la question qu'on peut se poser, c'est que si je veux faire grossir ma vache d'1 gramme, je dois lui apporter combien de grammes d'herbe? Est-ce que je dois lui apporter 1 gramme d'herbe, et puis elle grossit d'1 gramme, ou est-ce que je dois lui apporter plus, etc. Là aussi, c'est un calcul qu'on peut vous demander. Alors évidemment, vous ne pouvez pas inventer les valeurs. Le document, il vous montre que sur cette superficie d'herbe, eh ben, on a une production chaque année donc, de 782 grammes d'herbe. Bon, ok. Ben, du moins, c'est 782 grammes d'herbe qui sont mangés par la vache. Maintenant, cette vache, on vous dit que dans le même temps, elle va grossir de 10 grammes. Elle va produire 10 grammes de viande. Donc à nouveau, tableau de proportionnalité, programme de CM2, règle de 3, une colonne masse d'herbe initiale, une colonne masse de viande produite grâce à cette herbe. Je fais mon petit produit en croix et j'obtiens la réponse qui est marquée en dessous. Donc il faut 78 grammes d'herbe pour produire 1 gramme de viande. Alors là aussi, le chiffre n'est pas à retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est ce que j'ai mis en dessous, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de pertes. Et ben pourquoi? Parce que la vache ne va pas tout digérer. Il y a la partie sur le schéma, vous voyez, non assimilée. Et puis, je vous rappelle que les vaches respirent, donc elles vont perdre une partie de la matière sous forme d'énergie dont elles ont besoin pour vivre. Mais cette énergie, ça ne va pas être stocké sous forme de viande. Donc, il y a beaucoup de pertes de matière et donc beaucoup de pertes d'énergie à chaque fois qu'on passe d'un niveau à un autre dans le circuit alimentaire. Alors, finalement, on arrive à répondre à notre grande question de tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il y a forcément beaucoup plus de végétaux que d'herbivores, que de carnivores secondaires? Tout simplement parce que dans un écosystème, quand un animal se nourrit, il y a une partie de la matière qui va être utilisée pour produire son énergie, une partie seulement qui va être gardée pour produire de la matière organique. Et puis une partie qui va être perdue sous forme d'excréments, par exemple pour les animaux, ou sous forme de feuilles qui tombent pour les végétaux. Donc globalement, alors c'est encore une fois, on prend des généralités, mais globalement, si vous voulez qu'un être vivant produise 10 grammes de matière, il va falloir qu'il mange 10 fois plus. On a un rendement de 10%. C'est grossier comme chiffre, mais ça nous donne une bonne idée. Alors du coup, je suis bien obligé d'avoir beaucoup plus de végétaux en termes de masse, puisque j'ai un rendement de 10% à chaque fois, pour produire un tout petit peu d'herbivores qui eux-mêmes vont permettre de produire encore moins de carnivores, etc. Alors, du coup, il y a un truc qui est important à retenir, c'est que si vous prenez les éperviers, puisque c'est le schéma qui vous le montre, si vous prenez les super prédateurs, comme le lynx, comme le loup, c'est complètement impossible d'avoir une prolifération de super prédateurs, puisque de toute façon, ils sont limités par la quantité de nourriture qu'ils ont à disposition. On peut éventuellement avoir une prolifération d'herbivores, parce qu'il y a toujours beaucoup de végétaux à disposition, enfin au moins dans certains écosystèmes, mais une prolifération de super carnivores comme les loups, même comme les renards et comme les lynx, qui sont quand même des consommateurs de viande, hein, là c'est complètement impossible. Je dis ça parce qu'il semblerait que dans la vie courante, on entende parfois parler de prolifération de buses, par exemple. En ce moment, il y a beaucoup de buses dans les champs. C'est pas parce qu'elles sont nombreuses, c'est parce qu'elles sont localement et momentanément nombreuses, puisqu'elles sont en train de migrer. Mais par contre, à l'échelle de la planète, évidemment, elles ne sont pas en prolifération. De toute façon, tant qu'elles sont là, c'est qu'elles ont à manger. Si elles n'ont plus à manger, elles ne vont pas proliférer. Voilà, donc il faut que vous compreniez cette logique de pyramide des biomasses et que vous soyez capable de l'expliquer. Alors, dernière diapositive, donc ça c'est l'exercice que je vais vous mettre que je ne vais pas vous mettre. Donc je ne vais pas vous le mettre en PDF parce que finalement vous allez essayer de le résoudre par vous-même. C'est-à-dire que là je parle volontairement lentement, c'est-à-dire que vous allez bloquer, si vous le voulez, la vidéo, et vous allez essayer de le résoudre, sachant que la réponse, elle est sur la diapositive d'après. À vous de jouer, en tout cas, moi, c'est le genre d'exercice que je vous demanderai dans l'interrogation. Donc, c'est vous qui gérez. Alors, je vous explique quand même l'exercice, parce qu'il n'est pas forcément évident à comprendre. Tout ce que je vous ai raconté, c'était en fait pour justifier le fait qu'il est bien plus intéressant de manger des végétaux, pour les humains, que de manger des animaux.
On va l'expliquer. Alors attention, la viande est utile et nécessaire à la santé. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut peut-être pas énormément. On n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours. Alors, du coup, du point de vue énergétique, on va faire le calcul, puis on va voir que c'est redoutable. On se pose sans arrêt la question de savoir si nos 8 milliards d'êtres humains, dans quelques années, vont pouvoir être nourris par l'agriculture. La réponse est 3 fois oui, à condition qu'on mange davantage de végétaux. On va voir pourquoi. Alors, on imagine sur l'image de gauche un champ de maïs. Ce champ de maïs a une superficie de 10 000 m², 1 hectare. Il va produire de la matière pendant 1 an. Qu'est-ce qu'il va produire comme matière? Il va produire de la matière qui contient 85 mégajoules d'énergie, sous forme de grains de maïs. Et il semblerait que les humains soient capables de manger des grains de maïs. Alors on va imaginer, c'est là où on délire un petit peu, on va imaginer qu'un humain, les humains vont manger du maïs pendant 1 an. Je vous le déconseille, parce qu'au niveau équilibre alimentaire, c'est très moyen. On va raisonner uniquement en termes d'énergie. Donc vous avez la quantité d'énergie produite sous forme de grains de maïs par an, qui est ici, je suis en train de l'entourer, et vous avez en bas là la quantité d'énergie dont a besoin un être humain pour se nourrir en 1 an. Donc la question qu'on vous pose, c'est combien d'êtres humains peuvent se nourrir à partir de cet hectare de maïs pour 1 an. Maintenant, vous avez la même question à traiter, sauf que cette fois-ci, sur ce même hectare de maïs, je nourris des vaches. Vous avez la vache qui est représentée ici. Du coup, voilà ce qu'elles nous produisent en énergie par an sous forme de viande. Et vous avez des humains qui vont manger la viande. Donc là, on a un côté gauche de l'image qui est complètement, les humains sont complètement herbivores. Je vous le déconseille, au niveau équilibre alimentaire, c'est discutable. Et vous avez à droite des humains qui sont complètement carnivores. Je vous le déconseille également, parce qu'au niveau équilibre alimentaire, c'est également discutable. Mais enfin, on prend 2 extrêmes pour bien comprendre. Donc vous avez compris la question, elle est marquée en dessous. Dans le cas numéro 1, des humains se nourrissent exclusivement de grains de maïs. Combien d'humains je peux nourrir avec mon hectare? Et dans le cas numéro 2, des humains se nourrissent exclusivement de viande de vache, vache qui a été nourrie avec le maïs. Combien d'humains? Alors je vous laisse un petit moment. Je vous demande, si vous voulez jouer le jeu, d'arrêter la vidéo et puis de la relancer quand vous aurez proposé une réponse. Voilà, normalement, vous avez arrêté la vidéo, vous avez essayé de faire votre petit calcul. La réponse, la voici, je vous la propose. Il suffit tout simplement de prendre les chiffres, d'ailleurs, que je vous avais déjà entourés, et de faire un rapport entre les deux. J'ai 85 mégajoules qui sont à disposition. Un humain a besoin de 4,1 mégajoules. Vous faites une simple division, vous obtenez 20,7 humains. Alors bon, 1 hectare de maïs en une année peut nourrir une vingtaine de personnes. Maintenant, vous faites le même calcul, vous l'avez inscrit, avec le mode carnivore, et vous voyez qu'on a 10 fois moins d'humains, 2 humains qui peuvent être nourris à partir de viande de vache, qui elle-même a mangé le maïs. Donc oui, la population mondiale augmente, oui, la surface de la Terre ne change pas, donc les terrains cultivés, ils ont même tendance à diminuer en superficie, donc on pourrait s'attendre à l'apocalypse générale, mais bonne nouvelle, on peut nourrir les 7 ou les 8, même les 10 milliards d'êtres humains à partir de la superficie agricole actuelle. Du moins, je ne vous cache pas que c'est ce genre de questions que je vous poserai pour la future interrogation, c'est-à-dire essayer de me calculer la quantité maximale d'êtres humains que la Terre peut nourrir. Et je vous rassure, on a de la marge, à condition évidemment de réorienter notre régime alimentaire plutôt en faveur des végétaux. Voilà, donc je vous souhaite un bon travail et puis à bientôt pour certains dans une quinzaine de jours pour moi. Et il faut que je coupe, mais je ne sais pas comment.